Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, le grand résumé, les coureurs au top, les bonnes dames du jour, et puis on fera un point sur les différents classements en fin de vidéo. Je rappelle également que demain à 7h, il y aura la présentation de l'étape numéro 3. Elle n'est pas encore enregistrée, mais je vais l'enregistrer un petit peu plus tard. Et qu'il va y avoir également le débrief de la dernière étape du Tour d'Espagne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo sur mobile 3 fois gratuitement par semaine. Faire un super thanks. Ça permet également de soutenir la chaîne. C'est seulement si vous en avez les moyens. Et puis n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné. Donc vous avez bien la petite cloche. Je rappelle également le programme. Donc demain, présentation 7h, le débrief en soirée de l'étape numéro 3. Lundi, on parlera de Giro direct à partir de 18h15 jusqu'à 20h pour faire un point sur les 3 premiers jours de course et peut-être pour se projeter également sur le reste du Giro. Voilà, encore une fois sur un format question-réponse. Eh bien, on commence tout de suite avec cette deuxième étape. On est encore en Bulgarie, on quittait la mer pour rejoindre un petit peu plus les terres du côté de cette journée. Et c'est vrai que ce matin, moi j'avais plutôt imaginé un sprint, pour tout vous dire, avec quand même la possibilité avec Eulalia. Mais pour moi, c'était plutôt une grosse cote, parce que je me disais, on est le deuxième jour de course, je me disais, on va pas véritablement se motiver pour faire la différence. Je pensais véritablement que entre les différentes équipes, on allait presque se neutraliser, attendre un petit peu plus tard pour vraiment lancer la course. Sauf qu'il y a eu la chute, et je pense que la chute, elle a changé énormément de choses, déjà dans son emplacement, mais aussi par son ampleur. Ampleur parce qu'on a des grands coureurs qui sont tombés, je pense notamment à Adam Yates et la UAE, mais aussi son positionnement. 23 km de l'arrivée, début de safety car, parce qu'on peut pas appeler ça une neutralisation pour moi, hein. On était plus sur une voiture de sécurité pendant 2 km, on a repris, on était quasiment au kilomètre Red Bull et on était à 2-3 km voilà, du pied de la dernière difficulté du jour. Ça a complètement changé la physionomie de la course. Alors je sais que ce matin, certains voyaient plutôt quand même une arrivée punchy, mais moi je pensais vraiment que les différents leaders allaient un peu se neutraliser. Et c'est pour ça que je voyais plutôt des sprinters qui passent un petit peu les bosses. J'avais hésité à mettre Strong, Zambanini, par exemple, que j'avais pas mis, mais pour moi, ça allait pas être un sprint massif. Bon, on commence tout de suite par le résumé de cette journée. L'échappée, elle est sortie dès le kilomètre 0 avec Sevilla et Mestri, deux coureurs de la même équipe. La Polti visite Malta. Il n'y avait pas de Bardiani dans cette échappée, ce qui est un petit peu la surprise du jour. Écart max aux alentours de 6 minutes dans les premières heures de course, parce qu'on a quand même eu 5h40 d'épreuve. Crevaison de Giddins, 2 changements de vélo pour Vingegaard, qui a eu un problème mécanique, et puis ensuite qui a récupéré son premier vélo une fois que c'était réparé. Et puis on a même un écart qui va monter à 5,30, voilà, à 167 km de l'arrivée, pardon, qui va redescendre à 5,30. Derrière, eh bien, vous avez notre ami Mullen qui roule quasiment d'entrée du côté de la NSM, et puis une image également, ce sont les Lidl Trek qui portent un brassard, pardon, parce que aujourd'hui c'était les 15 ans de la mort de Wouter Weiland, le coureur qui faisait partie de l'équipe. Alors à l'époque le nom c'était Léopard, hein, et qui était décédé sur une étape du Tour d'Italie. C'était même, je crois, un
lundi, je crois me souvenir. À 120 km de l'arrivée, parce que je l'ai vu en direct, la mort de Wouter Weiland. 120 km de l'arrivée, 4 minutes 45, donc on contrôle quand même plutôt pas mal. Premier sprint intermédiaire, Paul Magnier, qui prend des points grâce à sa 3e place. Et puis, dans les 2 difficultés du jour, eh bien, c'est Arnaud Delis qui est lâché. Et ça, c'est quand même pas extrêmement rassurant. 65 km de l'arrivée, l'écart est de 2 minutes. Il va passer à 1,50 à 44 km de l'arrivée. Et puis, il va y avoir une grosse accélération du peloton à partir de 35 km de l'arrivée. L'écart va passer à 56 secondes à 33 km de l'arrivée, l'échappée va être reprise à 27. Donc ça allait extrêmement vite, hein, les 2 hommes de tête qui n'ont pas du tout pu rivaliser face au retour du peloton. Donc je vous disais, ça roulait vite, pas mal de tension depuis une dizaine de kilomètres à ce moment-là, avec des routes qui étaient grandes. Plutôt belle, hein, j'avais pas l'impression qu'on était sur des routes horribles. Alors oui, il y avait des problèmes un petit peu d'évacuation d'eau à certains secteurs, mais ce qui est tout à fait normal vu les rideaux de pluie qu'ils se sont pris à certains moments, les coureurs, que l'eau ne s'évacue pas sur des grandes précipitations. Notamment, on a vu à un moment la voiture de la Unibet Rose Rocket qui essayait de remonter la file des voitures, rouler énormément dans la boue. Mais les routes avaient l'air plutôt propres, ça avait pas l'air d'être horrible, voilà, en termes de conditions de route. Mais dans un virage sur la droite, une grande courbe, eh bien, un coureur de la UAE, Marc Solé, va perdre le contrôle de son vélo, et puis ensuite, derrière, ça va faire un strike monumental, notamment avec Corbin Strong des Red J, Adam Yates, tombé lourdement au niveau de la tête. On aura également Buitrago, Morgado, Zambanini, Jack Stewart, Kelderman, Cavagna, Holter qui a certainement abandonné, Jevine qui lui a abandonné, Morgado également touché par cette chute, Vandrame également touché par cette chute. On a 25-30 coureurs qui sont quand même bien touchés, ce qui fait qu'on n'a plus d'ambulance à ce moment-là, enfin surtout que les ambulances ne sont plus derrière le peloton, donc on va neutraliser, mais en fait on va plutôt se servir de la voiture de direction sportive un peu comme une safety car, c'est-à-dire qu'on va ralentir le rythme, la voiture va se mettre devant pour éviter les attaques, mais on va pas mettre le pied à terre pendant 2-3 km et la course va reprendre. Quasiment au niveau du kilomètre Red Bull remporté par Egan Bernal devant Arensman qui vont prendre 2 secondes de bonification. Et puis après derrière, c'est la Visma qui emmène dans la dernière montée du jour avec Piganzoli devant Vingegaard et à 11 km 500 de l'arrivée. Attaque de Vingegaard, le coureur danois qui va réussir à sortir avec Pellizzari et Van Edvelt. Il faut savoir que quand même Piganzoli avait fait un énorme rythme à ce moment-là. Les 3 hommes de tête qui vont plutôt bien s'entendre, même si à partir de 3 km de l'arrivée, Van Edvelt passe beaucoup moins de relais. Derrière, on a un groupe de poursuite, mais ça s'entend pas magnifiquement bien dans un premier temps, notamment Wade Uno X accéléré, enfin c'est pas exceptionnel en termes de rythme. Mais malgré tout, on va stabiliser l'écart et revenir à une quinzaine de secondes. Et ensuite, c'est Jan Christon qui va faire une grosse accélération au niveau du kilomètre et qui va réussir à rentrer sur les hommes de tête. À 900 mètres de l'arrivée, accélération de Van Edveld qui panique car on commence à se regarder, mais ça ne suffira pas. Le peloton revient, tout est à refaire. À ce moment-là, il y a 2 équipes qui sont un peu mieux représentées. C'est la Tudor et la Astana. Et Scaroni va se mettre au service de Guillermo Thomas Silva et va parfaitement lancer le sprint. Et ça va permettre aux coureurs uruguayens de s'imposer devant Florian Stork de la Tudor qui prend la 2e place, et puis Ciccone 3e devant Scaroni et Pellizzari. Ça s'est joué quand même un petit peu au lancer de vélo du côté de Guillermo Thomas Silva. J'ai dit une petite bêtise lors du live, lors du short. J'ai dit qu'il avait couru à la Burgos, c'était à la Cara Rural, Guillermo Thomas Silva. Première victoire d'un Uruguayen sur le Giro, sur un grand tour, mais également sur une épreuve World Tour pour le coureur uruguayen.
Donc ça va peut-être voilà, amener de nouveaux fidèles uruguayens vers le cyclisme et ça c'est forcément une bonne chose pour l'internationalisation du cyclisme. On regarde tout de suite la note de l'étape. La note de l'étape, j'ai décidé de mettre 12 sur 20. En fait, c'est vraiment en deux parties cette journée. C'est-à-dire que les 190 premiers kilomètres, on se fait chier. C'est-à-dire qu'on a un homme qui roule derrière, quasiment pendant 170 km. Derrière, vous avez deux coureurs en échappée de la même équipe. Bon, je vais pas me répéter, mais c'est quand même un petit peu triste que certaines formations soient pas intérêt de prendre certaines échappées de début de course. Ça peut être intéressant de faire un petit déblocage. Vous pourrez penser à la Groupama FDJ notamment. Et puis après, forcément, le tournant, c'est la chute. Pourquoi je mets 12 sur 20? Parce que cette chute, elle va avoir des conséquences sur le classement général dès ce soir, mais même pour la suite de la course. Et parce qu'on a perdu des équipiers, on a perdu également des leaders, et surtout après, le coup de panache quand même de Vingegaard avec Piganzoli qui a tenté d'accélérer. Alors ça commence déjà par un coup de panache quand même des parce que faudrait que je dise maintenant le nouveau nom de l'équipe. C'est Net Company Ineos. Il n'y a plus le Total Energy même dans le nom de l'équipe qui a vraiment fait la grosse attaque et puis après derrière Vingegaard et le final qui a été quand même à suspense et à rebondissement avec une belle surprise à la fin, la victoire de Guillermo Thomas Silva devant Florian Stork qui avait déjà fait deuxième l'an dernier d'une étape du Tour d'Italie, c'était celle qu'avait remporté Carlos Verona. Donc 12 sur 20 parce que c'est encourageant pour la suite de la course, notamment parce qu'on va avoir des étapes avec un petit peu de dénivelé positif et ça veut dire qu'on va peut-être un petit peu animer ces journées-là. Donc ça c'est positif. Et en même temps, je suis un peu triste quand même de perdre Adam Yates et de perdre les UAE quasiment aujourd'hui parce que ça aurait été une belle adversité face à Jonas Vingegaard. Mais au final, on garde quand même la plupart des autres outsiders qui eux ne sont pas tombés. Et puis dommage aussi le spectacle en début de course qui n'était pas véritablement exceptionnel. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Guillermo Thomas Silva. Comme sur la Volta féminine, je pense que ceux qui ont trouvé que ça allait être lui le vainqueur, je pense que la cote devait être très élevée sur les sites de paris sportifs. Encore une fois, je vous conseille pas de faire des paris sportifs. L'objectif de ces entreprises est que vous perdiez de l'argent, pas que vous en gagniez. Mais je pense que la cote devait être énorme, que ça soit pour la vainqueur de l'étape du jour sur la Volta féminine, parce que ça a été quand même une belle surprise du côté de l'Alto de Langley-Roux, mais également du côté de Guillermo Thomas Silva, parce que c'est vrai que ce matin, ceux qui voyaient une victoire d'un puncher, ils pensaient plutôt à Narvaez, à Corbin Strong, par exemple, ou à Morgado. Pas vraiment à Guillermo Thomas Silva. Et je pense même que chez XDS Astana, Scaroni était peut-être plus cité que Guillermo Thomas Silva. Mais dans le final, l'équipe qui s'est le mieux débrouillée, l'équipe aussi qui était très bien représentée, c'était la XDS Astana. Et ça fait du bien de les voir s'imposer. Alors, ils s'étaient déjà imposés l'an dernier sur le Giro. Ils avaient même fait doubler l'an dernier sur le Giro. C'était l'étape où j'étais complètement malade, j'étais complètement HS sur cette troisième semaine de Giro. Donc c'est pour ça que j'avais oublié hier que Prodhomme avait gagné, parce que j'étais pas au top de ma forme lors de la victoire de Prodhomme. Mais du côté de Guillermo Thomas Silva, c'est une belle victoire d'un coureur qui a souvent été mis en avant, notamment par Jackie Durand, mais c'est vrai que c'est un coureur dont on parlait beaucoup, qui a un petit palmarès quand même, notamment sur des courses, on va dire un peu moins réputées. Je pense notamment aux courses chinoises. Il a remporté déjà le Tour du Hainan, notamment en début de saison au mois d'avril. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a eu plutôt des résultats également sur des plus petites courses en Espagne.
Mais on savait qu'il avait un gros potentiel. C'est vrai que c'était souvent un coureur dont on parlait. Et puis, je crois que j'en avais quand même parlé hein, lors de la présentation de la XDS Astana. De toute manière, je pense que ça faisait partie des choix, peut-être des paris un petit peu risqués, mais des paris qui pouvaient être très intéressants pour un coureur de ce type et pour une équipe comme Astana qui a souvent parfois trouvé des bons petits coureurs ces dernières années ou qui a réussi à bien faire progresser certains coureurs. Je pense par exemple à un Malucelli, hein, par exemple, qui fait des très très bons résultats. Et c'est vrai que du côté de Guillermo Thomas Silva, bah, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir à la fois pour Astana parce que c'est quand même pas une équipe qui gagne tous les jours en grand tour, même si c'est une équipe qui obtient des résultats importants, elle gagne pas tous les jours en World Tour, mais aussi tout simplement pour l'Uruguay. C'est vrai que on en parlait peut-être cette année, l'an dernier, j'avais dit pendant très longtemps, le cyclisme en Amérique du Sud, c'était la Colombie et seulement la Colombie. Comme en Afrique, c'est quand même avant tout l'Érythrée, pardon, qui amène beaucoup de talent du côté du cyclisme. Hein. Les autres nations sont et à l'Érythrée, l'Afrique du Sud, hein, en gros au niveau des nations du côté du cyclisme en Afrique et du côté de l'Amérique du Sud, c'est vrai qu'on avait surtout l'Amérique du Sud et centrale, on avait surtout la Colombie. Alors déjà avec Carapaz, on avait eu l'Équateur. On a maintenant avec Aolar le Venezuela, le Mexique avec Isaac Del Toro, on avait également une fille de Trinité et Tobago, mais voilà, c'est désormais plus seulement la Colombie et l'Uruguay notamment avec Guillermo Thomas Silva. Eh bien, ça va participer aussi à l'internationalisation du cyclisme et c'est important pour un sport. Si vous avez un sport qui n'est pratiqué que par une vingtaine de nations, c'est un sport qui se meurt. C'est surtout un sport qui n'est plus un sport majeur au niveau international et donc qui n'est plus un sport qui devient très visible et qui surtout qui devient très médiatisé. Ce qui fait qu'un sport à une médiatisation qui croît, c'est aussi un sport qui arrive à intéresser des gens d'Afrique, des gens d'Australie, des gens qui sont en Amérique du Sud, qui sont dans les Caraïbes, qui sont par exemple au Japon, mais qui sont aussi en Bulgarie. Et là, c'est important qu'un mec comme Guillermo Thomas Silva ait des résultats parce que peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, eh bien, on verra des petits jeunes arriver dans le cyclisme et qui diront bah ouais moi j'ai commencé le cyclisme parce qu'il y avait un coureur dans mon pays qui avait remporté une étape sur le Giro il y a quelques années, c'était Guillermo Thomas Silva et on sait que c'est vraiment hyper important. Ça a commencé comme ça avec l'Australie avec Phil Anderson hein, et qui a ensuite créé des générations de coureurs australiens en Colombie. Bon maintenant c'est une nation majeure mais au départ c'était 2, 3 coureurs qui avaient mis en avant un petit peu le cyclisme dans ce pays. Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment du bien, je pense, pour le cyclisme d'avoir un coureur uruguayen qui s'impose. Puis je vais souligner également comme Eurosport l'intelligence de Scaroni. Alors, on l'avait déjà vu hein, sur plusieurs épreuves que c'était un coureur qui était très intelligent, mais là aujourd'hui il n'a pas hésité à faire le travail, à se sacrifier pour Guillermo Thomas Silva. Pourtant Scaroni c'est quand même un coureur qui a du punch, mais il a compris tout de suite qu'avec Guillermo Thomas Silva présent dans le peloton, eh bien c'était une meilleure carte que la sienne. Et il n'a pas hésité à se sacrifier. Il aurait peut-être pu faire vainqueur ou deuxième, hein, Scaroni, mais non, il n'a pas hésité à aider son coéquipier. Et ça, c'est également très très bien. Alors, il prend en plus sa 4e place, hein, quand même, Scaroni, donc il était costaud. Mais voilà, il n'a pas hésité à aider son équipier. Lui qui avait remporté Scaroni l'an dernier une étape sur le Giro, c'était l'étape hein, de Brentonico remportée pour la XDS Astana à l'époque où il s'était imposé devant Fortunato. Ça avait été un grand numéro
du côté de cette journée qui était l'une des plus dures du Giro 2025. On poursuit avec les coureurs top. Bien entendu, Jonas Vingegaard. Du panache aujourd'hui du côté de Jonas Vingegaard. Alors, il a utilisé, je pense, la situation. C'est sûr que si l'étape s'était fait en un bloc et qu'il n'y avait pas eu de chute à 23 km de l'arrivée, est-ce qu'il aurait attaqué? Ça, c'est la grande interrogation. Avec des si, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais du côté de Jonas Vingegaard, il s'est dit, là, il y a une opportunité. La course va changer de physionomie. On va démarrer beaucoup plus sur les chapeaux de roue. Donc, ça risque de durcir la course. Et ça, c'est à mon avantage de durcir la course, de tenter. Et on a vu qu'avec Piganzoli, ça marchait quand même extrêmement bien du côté de la doublette des deux coureurs. Et c'est avec Vingegaard, qui est quand même le favori numéro un pour le classement général du Tour d'Italie. Il a montré que les jambes étaient déjà bonnes. Alors j'espère qu'il n'est pas trop tôt en forme, ça c'est toujours l'interrogation, mais il a montré surtout que même Pielezare est un petit peu derrière, même Ciccone est derrière sur ce type de terrain, et pourtant c'est pas le terrain qui est le plus favorable à Vingegaard. Pour moi, il est meilleur quand même sur les montées un petit peu plus longues que sur ces efforts-là beaucoup plus punchy. Donc s'il a réussi à être efficace aujourd'hui, inquiétude quand même pour l'étape du blocos, hein. Inquiétude, parce que là, il va peut-être être extrêmement dangereux. Jonas Vingegaard, ouais, il a été impressionnant aujourd'hui, quoi. Impressionnant dans la montée. Alors c'est vrai qu'il a énormément progressé en punch. On l'avait vu notamment l'an dernier face à Pidcock sur la Vuelta. On l'avait vu également sur le Dauphiné il y a 1 an ou 2 ans. Mais voilà, il a vraiment progressé au niveau du punch. Parce qu'il était un petit peu obligé également. Alors, je dirais pas que c'est un coureur d'Ardennaise, hein, Jonas Vingegaard, mais c'est vrai que quand la course, voilà, et il a fallu la durcir, il était là, et il a fait quand même du très très bon travail aujourd'hui, donc j'ai bien aimé ce qu'a fait le coureur danois. Par contre, pas une bonne nouvelle hein, pour la formation Visma. Hein, parmi les coureurs qui sont tombés, on a Kelderman. Donc, il faudra voir comment il a fini physiquement, Luco Kelderman. Mais il est tombé hein, dans la chute massive à 23 km de l'arrivée. Et puis, je continue avec Florian Stork. Qui est sur une bonne période. Florian Stork, il a fait un bon tour des Alpes. Où il a fini 2 fois dans le top 5 dans l'étape 1 et dans l'étape 4 sur des arrivées plutôt sprint. 9e d'Eschborn-Francfort dans ce sprint remporté par Zimmermann dans cette course à domicile, mais il a été efficace. Donc ça veut dire qu'il est plutôt quand même sur une bonne série, Florian Stork. Et là, c'est vrai qu'il fait tout de suite le bon sprint. Alors un peu aidé par la Tudor, mais c'était moins bien fait que du côté d'XDS Astana. Donc il a un peu plus mangé de vent, Florian Stork, mais ouais, il a été efficace, le coureur allemand sur cette étape-là. Bien, peut-être que ça va lui réussir dans les jours à venir, pourquoi pas en 2e ou en 3e semaine. Après, il faudra voir quelle sera la stratégie du côté de la Tudor à ce moment-là, parce qu'on a quand même Storer et Mathis Rondel, donc on a 2 cartes pour le classement de la montagne, plus également Mozzato. Mais le grand coureur allemand longiligne, là, il a fait quand même un très très beau sprint aujourd'hui. Et c'est marrant qu'il arrive à un peu en forme aussi tardivement, parce que c'est quand même un coureur qui est en World Tour depuis mars 2019. Donc c'est un coureur qui a 29 ans quand même, Florian Stork. Mais je pense qu'il est tombé dans sa période un petit peu fin de période espoir, début de période élite au moment de la Covid. En 2020, voilà, il avait 23 ans et c'est vrai que ça n'a pas dû aider. Il était chez Sunweb, mais déjà à un moment où, en 2020, c'était dur de s'imposer chez Sunweb, mais en 2022-2023, l'équipe était beaucoup moins bien. Et puis, ce qui est bien avec Florent Stork, c'est que c'est un coureur qui fait partie presque des meubles de l'équipe, parce que il était déjà là en 2024. L'équipe a été démarrée en 2023
3 en deuxième division. Je rappelle que de base, c'était Swiss Racing Academy. Et donc, c'est quand même très intéressant ce qu'il a réussi à faire et ce coureur. Donc, intéressant, Florian Stork, le coureur allemand. Et puis, je termine également avec un autre coureur. J'aurais pu mettre les deux coureurs de l'échappée du côté de la Polti, Visite Malta, que ça soit Maestri ou Pablo Sevilla. Moi, j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui plutôt l'homme qui a contrôlé leur avance, Ryan Mullen. Quel travail quand même réalisé pendant 160, 170 kilomètres à l'avant de la course, à l'avant du peloton, à contrôler cette échappée sans être relayé, en ayant toute la Visma dans sa roue. Mais jamais il a été relayé. Ça a été quand même une très longue journée pour lui parce que voilà, pendant 190 kilomètres en tête, seul à l'avant du peloton, à essayer de contrôler ces deux hommes devant, à mettre beaucoup d'énergie dans des conditions qui n'étaient pas évidentes aujourd'hui, sous la pluie, voilà, avec une pluie qui était très intense. Eh bien, je veux dire bravo. Bravo à ce coureur qui n'a pas lâché aujourd'hui, qui ne s'est même pas vraiment trop énervé, même quand on lui apporte un kawaii au bout de 35-40 minutes. Donc non, je voudrais saluer voilà Ryan Mullen. Il faut aussi des bons équipiers pour avoir de belles victoires. On le voit avec Scaroni, on le voit avec Piganzoli, mais on le voit aussi, même si ça n'a pas scoré aujourd'hui, avec le coureur de la NSM, donc Ryan Mullen. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On poursuit avec les bonnets d'âne du jour. Bah forcément, on va parler de la grosse chute. Une équipe a été décimée ce soir avec cette chute. Une équipe a perdu, je pense, quasiment toute chance de classement général, à part si Jan Christen se lançait dans l'exercice, mais j'y crois pas énormément. C'est la UAE. La UAE, ils avaient deux coureurs potentiellement qui pouvaient être leaders. Jevine est tombé abandon. Jevine qui commence à les accumuler quand même énormément ses abandons. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, il est quand même plus souvent à l'hôpital que sur le vélo. C'est quand même assez terrible pour ce coureur. Après, là, sur ces deux chutes de l'année, deux grosses chutes de l'année, au Donander, il peut pas y faire grand-chose. Hein. Il y a un kangourou qui traverse sa route. Bon, voilà. Et du côté de cette chute-là, bah, il peut pas faire grand-chose. Hein. Marc Solé tombe, il entraîne toute l'équipe derrière lui, à part un coureur. On perd Adam Yates, parce que là, il est à 13 minutes, 14 minutes. Alors déjà, je me pose des questions au niveau physique. Est-ce qu'il va repartir? Parce qu'il a quand même tapé au niveau de la tête, hein, au moins la barrière de sécurité. Donc, faut voir au niveau commotion cérébrale. Hein. On a vu ce matin Moschetti, c'est pas passé pour cause de commotion cérébrale. Donc, est-ce que ça va être le cas du côté d'Adam Yates? Est-ce que les médecins vont lui permettre de reprendre? Et puis après, il y a une deuxième question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va véritablement reprendre Adam Yates? Alors, il va peut-être faire l'étape de demain, mais il y a plus de chances de jouer le classement général. Pogacar, il aimerait bien avoir Adam Yates à ses côtés au top de sa forme sur le Tour de France. Donc, est-ce qu'il va pas privilégier le Tour de France et décider de s'arrêter sur ce Tour d'Italie, de repartir se soigner, puis aller en stage, et puis revenir sur le Tour de France pour aider Pogacar dans l'équipe autour, parce qu'on a quand même pas mal d'absents du côté de la UAE. Donc ça va peut-être être une réflexion quand même du côté d'Adam Yates, du côté de la UAE, du côté de cette formation, de savoir ce qu'on va faire. Mais si il abandonne, bah, très vite on va être complètement décimé du côté de la UAE, parce que Marc Solé, hein, je crois, part à l'hôpital ce soir, va faire des examens. Je crois qu'ils sont deux hein, chez UAE à faire des examens. Il y a Marc Solé et je crois Marc Solé a abandonné, oui, même Marc Solé a abandonné. Je crois que c'est Narvaez également qui va faire des examens. Morgado, il l'a tapé également assez violemment. Donc ouais, la grande interrogation, c'est que il y a plus grand monde
qui est encore efficace. Il va falloir voir si on va repartir et dans quelles conditions du côté de la UAE. Mais il y a plein de coureurs hein, ce soir qui sont dans cette incertitude-là. Il va falloir passer des examens, voir comment on est. Parfois, il y a certains qui sont déjà tombés hier. Donc ça fait déjà 2 jours qu'ils tombent. Donc ça va avoir également des conséquences. On nous disait du côté d'Eurosport que Vandrame est tombé quand même fort. Il est resté longtemps. Je pensais pas qu'il allait repartir, Vandrame. Il est resté longtemps à terre. Jack Stewart et surtout Diane Smith étaient sacrément amochés également. Cavagna, au niveau du poignet, il y avait quand même des petits doutes. Ouais, il y a quand même des inquiétudes pour ce groupe-là, pour savoir est-ce que ça va repartir ou pas pour ces coureurs. Et puis certains ont peut-être aujourd'hui réussi à limiter la cage. Je pense à Deredji, je pense à Corbin Strong, mais bon, peut-être avoir un peu le retour de bâton dans les prochains jours, en sachant qu'il va y avoir un long transfert pour revenir de la Bulgarie en avion certes, mais vous faites 2h30, 3 heures d'avion. Si vous avez même seulement des dermabrasions, ça peut être extrêmement douloureux et extrêmement fatigant. Donc c'est pour ça que je me pose la question du côté d'Adam Yates. Il va peut-être rentrer en Italie, donc faire l'étape de demain, rentrer en Italie par avion, mais peut-être abandonner la course avant la 4e étape. Deuxième bonne étape du jour, c'est Arnaud Delis. Ça va quand même pas fort pour Arnaud Delis, hein. L'un des rares qui a été lâché dans les bosses à mi-journée, en sachant qu'on roulait quand même pas vite aujourd'hui, hein. On finit à 39 de moyenne. 39 de moyenne sur 220 km. Maintenant, c'est lent. Quand on n'atteint pas les 40 km/h, on est quand même sur une étape qui faisait que 2300 mètres de dénivelé positif. Il y avait quand même des longs moments de plat. C'est que ça roulait quand même pas à bloc pendant toute la journée. Et là, c'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour Arnaud Delis d'avoir été lâché comme cela dans le très tôt. Il finit à 154e. Pour moi, il n'a pas été impliqué dans la chute. Arnaud Delis, il a pas mis beaucoup de temps à repartir, contrairement à d'autres coureurs, mais on sent que physiquement il manque de puissance, hein, tout simplement parce que il a été malade hein, pendant toute la semaine dernière. Et encore une fois, je disais, pour moi, on ne se refait pas la cerise sur une course comme le Tour de France, c'est-à-dire comme le Tour d'Italie aussi et le Tour de France également, mais quand on arrive fatigué sur un grand tour, on peut pas récupérer. On récupère pas du sommeil. On finit pas plus frais à un grand tour qu'on ne l'a débuté. Donc pour moi, Arnaud Delis, ça risque d'être extrêmement compliqué. On va voir si la situation évolue. Il a fini avec William Menten qui a également été malade. Donc on va voir si la situation évolue et si elle évolue dans le bon sens. Mais c'est vrai que ça m'inquiète, voilà, du côté d'Arnaud Delis, parce que pour l'instant, je me dis quand même qu'il est pas au top de sa forme, loin de là. Et normalement, une étape comme ça de 2300 mètres, il aurait dû finir, il aurait pas dû être lâché autant et aussi loin de l'arrivée, hein. Surtout par exemple Groenewegen, pour moi arriver à tenir la cadence, donc c'est quand même pas très satisfaisant et même un petit peu inquiétant, voilà, pour Arnaud Delis. Et puis je termine avec un dernier coureur pour les bonnets d'âne, c'est Félix Gall. Alors certes, aujourd'hui, Félix Gall ne perd pas de temps, mais il peut quand même remercier que ça soit regardé devant, de 1. Deuxièmement, il était tout seul. Alors, mal placé dans les descentes, donc lui aussi il a fait la prière de la pas de chute en descente dans les 5 derniers kilomètres parce qu'il est toujours extrêmement mal placé. Alors on le sait, hein, Félix Gall, c'est pas le coureur le plus à l'aise sur un vélo. Hein. C'est vrai que c'est pas Van Der Poel, hein, très clairement. C'est plutôt l'inverse de Van Der Poel. On est plus proche de Pierre Latour que de Van Der Poel du côté de Félix Gall. Donc c'est un coureur ou de Vergalito par exemple. Du côté d'Alpecin. Donc oui, c'est un coureur qui est pas le plus à l'aise techniquement, qui est pas le plus
efficace et en plus il était complètement seul. J'étais assez surpris de ne pas voir Mühlberger, de pas voir Scottson à ses côtés parce que certes ça a roulé fort avec Vingegaard, mais normalement on est un petit peu sur ces anges gardiens. Stone-Mittet également, et Stone-Mittet il finit à 2,05 avec Mühlberger, ils finissent quand même très loin au niveau équipier. Alors on savait qu'il y avait une partie de l'équipe qui était au service de Andressen, mais Stone-Mittet et Mühlberger ou Scottson disaient quand même aller être efficace en montagne. Bah là, ça n'a pas du tout été le cas, donc c'est vrai que je suis un petit peu inquiet pour Félix Gall, parce qu'on a bien vu que seul, c'est une proie. Hein, c'est un petit peu une gazelle à côté d'un lac où seraient attroupés des lions et des tigres du côté de Félix Gall. Donc c'est vrai que la situation était très compliquée, et puis on le voyait qu'il était pas à l'aise dans les descentes, et ça c'est quand même un vrai problème pour Félix Gall. Mais en plus, si son équipe n'est pas un minimum présent à ses côtés dans ces moments difficiles où on sait qu'il n'est pas efficace, bah là c'est quand même pas vraiment rassurant pour le coureur de l'équipe française. On regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo. Le vainqueur de l'étape, eh bien c'est Guillermo Thomas Silva, qui finit premier devant Stork, Ciccone, Scaroni, Pellizzari. Sobrero prend la 6e place pour la Lidl Trek devant Leknesund, Christen, Ciota et Rondel. La plupart des leaders ont bien fini, sauf Dereggi, qui finit à 1 minute quand même déjà. Et puis également Chris Harper du côté Chris Harper, Alan Verly également qui ont perdu un petit peu de temps. Pinarello également. Est-ce que Zana a fini dans le premier groupe? Pesanti a lâché du temps, le coureur italien, mais est-ce que Zana, j'ai oublié de regarder du côté de la Soudal Quick-Step, Zana, si, a fini dans le bon premier peloton du côté de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement général, eh bien, c'est Guillermo Thomas Silva qui passe en tête devant Florian Stork, à égalité avec Bernal qui a pris des secondes de bonification au sprint Red Bull. Arensman, qui a fini 2e de ce sprint Red Bull, a également pris des secondes de bonification devant Ciccone, qui est également à 6 secondes. Et puis après, à partir de Jan Christen, on est à 10 secondes pour la plupart des leaders du classement général qui n'ont pas perdu de temps. Le classement par points, emmené par Paul Magnier. Les points marqués au sprint intermédiaire ont fait beaucoup de bien. On est devant Andressen, Jonathan Milan, Guillermo Thomas Silva et Vernon. Le classement de la montagne, lui, est emmené et dominé pour le moment par Diego Pablo Sevilla, qui était déjà en échappée hier et qui a encore été en échappée aujourd'hui. Donc 24 points sur 24 possibles devant Vingegaard, Mestri. 24 possibles jusqu'à la dernière difficulté du jour, où là, donc, il a pris 0 points. C'est Vingegaard qui les a marqué, qu'il a fait 4 côtes en tête, les 4 premières côtes en tête de ce classement de la montagne. Le classement du maillot blanc, emmené par Guillermo Thomas Silva, mais c'est Jan Christen qui portera ce maillot, devant Coulset et Ciota. Van Edvelt également est présent, comme Rondel, Bellocchi, Piganzoli, Pellizzari, également dans ce classement. Et puis pour le classement de la montagne, classement par équipe, pardon, c'est Movistar qui est en tête devant l'AEF, UNEX, Red Bull et XDS Astana. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!